Bienvenue congénères. Salut les gens. Ravi de vous retrouver dans notre zone de dépression sélective. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que les échanges génétiques entre organismes étaient très fréquents dans la nature, mais Canne Blanche a soulevé une question intéressante. En substance, les gènes sont-ils vraiment tout puissants? C'est dans les gènes, ça. Quoi? Mais oui, mon petit père, tout ça, c'est du patrimoine. Voyons ça. Bon, les gènes sont bel et bien les porteurs de l'information qui permet la construction d'un organisme. Cependant, leur seule existence n'explique pas tout. Le décryptage du génome de plusieurs espèces a démontré que la complexité d'un organisme ne dépend pas du nombre de gènes. Par exemple, l'être humain a autant de gènes qu'un poulet ou qu'un ver nématode, et bien moins que certains végétaux. De plus, les gènes à la base du plan d'organisation lors de l'embryogenèse, dits gènes homéotiques, soit les plus essentiels, sont strictement identiques chez la plupart des espèces animales. Ce qui fait que si vous transplantez le gène codant le développement de l'œil d'un lapin chez une mouche, celle-ci développera un œil de mouche tout à fait normal. Donc la diversité de certains caractères ne dépend pas seulement du phénomène de mutation génétique. Les scientifiques sont donc allés voir du côté des parties de l'ADN dits non codants, appelées aussi péjorativement ADN poubelle. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce que ça représente 98% du génome? Ils y ont découvert des fragments d'ADN, voisins de gènes actifs, jouant le rôle de régulateurs de l'activité des gènes. Alors nommés switch, ces derniers agissent comme des interrupteurs. Ce ne sont pas des gènes, ils ne codent pas directement la synthèse de protéines, mais ils activent ou inhibent un gène correspondant. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Autrement dit, les switches déclenchent les gènes à un moment et à un endroit bien précis, déterminant l'intensité de leur activité. Et donc, ils déterminent certaines caractéristiques physiques des animaux et leur évolution, comme par exemple la perte de membres chez certains groupes de tétrapodes, comme les baleines ou les serpents, ou la forme du bec chez des oiseaux du même groupe. Salut à toutes et à tous, ici l'équipe de la chaîne de Moss qui s'incruste. Les deux cas que Mac a cités sont plutôt bien documentés, à l'image du bec chez les oiseaux. Captain Roger, je te laisse développer. Pour combiner biologie moléculaire et dinosaures, on peut par exemple parler de ce que Jack Horner, paléontologue américain, appelle le Chickenosaurus, un poulet modifié qui aurait la gueule d'un vélociraptor dessiné par un aveugle. Le projet, dont l'éthique peut sembler douteuse, on vous l'accorde, se base sur plusieurs études, dont les travaux de biologistes de Yale et d'Harvard, qui en diminuant les quantités de protéines responsables du développement de la face, ont obtenu un museau peu conventionnel pour un poulet. Puisqu'en effet, en lieu et place d'un bec fin, ils ont obtenu un museau, ayant encore une couche cornée et dépourvue de dents, mais avec des os non fusionnés, plus larges, un peu comme sur le crâne d'alligator ci-contre, et dont l'aspect général tire un peu plus sur celui d'un raptor. Dans un autre domaine, on peut s'intéresser aux tétrapodes, grand groupe qui rassemble, pour la faire court, tous les vertébrés poissons exclus. Leur caractéristique principale est le membre chiridien, qui se structure de la manière suivante avec des doigts au bout. Sauf qu'il est arrivé que cette caractéristique phare disparaisse dans l'évolution pour diverses raisons, que ce soit dans un processus d'adaptation à la vie aquatique ou à un mode de vie fouisseur par exemple. Vous aurez très certainement pensé aux serpents évidemment qui ont perdu leurs pattes et les ceintures scapulaires et pelviennes, mais c'est quelque chose qui est arrivé extrêmement souvent en réalité, puisqu'une perte homologue s'est observée au sein de plusieurs branches de squamates. Chez les mammifères, les cétacés ont perdu les pattes arrière, les siréniens ont perdu les pattes arrière et le bassin, les gymnophiones également, du coup comme les serpents, elles ont perdu les ceintures scapulaires pelviennes et les pattes, et ce depuis très longtemps, puisque même au niveau embryonnaire, on n'en a plus la moindre trace. Un peu comme la troisième jambe qui a l'air d'avoir sauté une génération pour toi. Ok, alors toi, va te faire... C'était quoi ça? Ce sont donc les mutations sur ces séquences d'ADN qui vont avoir une influence majeure en termes de transformation des espèces. Encore mieux, il y a une hiérarchie chez les gènes, avec des cascades de réactions, qui vont faire qu'un gène homéotique, qui ne code pas directement de la matière, va en fait jouer le rôle d'architecte en activant ou inhibant des switches, activant ou inhibant eux-mêmes d'autres gènes liés à la construction des tissus. Une toute petite mutation bien placée peut alors aboutir à d'énormes changements, amenant à la diversification du vivant et à l'émergence de nouvelles espèces. L'évolution n'a pas besoin de créer de nouveaux gènes ou de nouvelles combinaisons pour produire des nouvelles structures. En reconfigurant les anciens, elle invente de véritables merveilles. Joli, non? Mais qu'en est-il de l'influence des facteurs extérieurs? Je sais, c'est à moi.
L'épigénétique est la discipline de la biologie qui étudie les mécanismes moléculaires qui modulent l'expression du patrimoine génétique en fonction du contexte. Autrement dit, l'activité des gènes n'est pas seulement déterminée par des facteurs internes, mais également par des facteurs extérieurs. C'est ce qui fait que deux individus avec exactement le même patrimoine génétique, comme des jumeaux monozygotes, des vrais quoi, ne sont pas strictement identiques. Ainsi, l'environnement, l'alimentation, les diverses substances avec lesquelles on a été en contact, les expériences que l'on a vécues ont une influence sur la manière dont nos gènes vont s'exprimer. Là où ça devient intéressant, c'est quand ces modifications de l'activité génétique se transmettent à la descendance. Le phénomène est encore très mal connu, mais apparemment, ces influences auxquelles nous sommes soumis tout au long de notre vie peuvent se répercuter dans l'information contenue dans nos gamètes, ce qui les rend héréditaires. On s'est par exemple rendu compte que certaines phobies pouvaient être héritées. Il a été mis en évidence que certaines personnes phobiques d'un élément ou d'une situation auquel elles n'ont jamais été confrontées auparavant, donc apparemment inexplicables, possédaient dans leur ascendance une ou des personnes présentant la même phobie. Ça relance le débat de l'inné et de l'acquis. Mais du coup, certains de nos comportements, de nos attirances à nos peurs, pourraient donc se transmettre par le biais de l'information génétique, et pas seulement par l'influence culturelle, les conditions d'existence ou l'éducation. C'est bon, j'arrête. Ah, comme quoi l'éducation, c'est pas compliqué. C'est ainsi que certains vont jusqu'à parler du retour de la marque ou du retour du néolamarquisme. Sauf que non, archi non. Les lois de l'hérédité étaient inconnues de la marque et l'héritabilité des caractères acquis tels qu'envisagés à l'époque est aujourd'hui invalide. Sans ambiguïté. Le mécanisme est donc très différent de ce que la marque avait pu imaginer et décrire, qui n'a aucune valeur scientifique actuelle, seulement une valeur historique. Il s'agit ici simplement, je le répète, de l'influence de facteurs extérieurs sur la manière dont vont s'exprimer les gènes, en plus de la simple évolution des gènes par mutation. Même la simple manière dont l'ADN est compacté dans le noyau des cellules d'un embryon peut avoir une influence majeure sur la façon dont certains gènes vont s'exprimer durant son développement. Mais pour mieux comprendre ce dernier mécanisme, je vous invite à aller regarder la vidéo de Tania Louis, une fois n'est pas coutume, Épigénétique et chaton, qui est un modèle de clarté. Bon, tout ça pour dire que la nature est bien plus complexe que l'on veut s'autoriser à le croire. Au-delà du fait que des espèces différentes peuvent bel et bien échanger du matériel génétique entre elles, il faut voir le vivant comme des interactions, et pas seulement comme des branches et des lignées distinctes. Ce qui fout un boxon pas possible dans la cladistique. Les organismes complexes, constitués de cellules différenciées formant des tissus, constituant des organes eux-mêmes constitutifs de systèmes, sont en réalité des écosystèmes à part entière. Nous-mêmes ne pourrions pas exister sans les relations symbiotiques que nous entretenons avec de nombreux autres organismes vivant sur et à l'intérieur de nous. De simples bactéries, cutanées ou intestinales, à des créatures microscopiques comme certains acariens se nourrissant de notre sébum et de nos peaux mortes. Dans les faits, un être humain est constitué de plus de cellules non humaines que de cellules humaines, l'individu étant colonisé dès sa naissance. On parle de microbiote. Le microbiote est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, levures, champignons, virus, vivant dans un environnement spécifique, appelé microbiome, chez un hôte, animal ou végétal. Et c'est une aubaine, car ces micro-organismes jouent un rôle essentiel dans notre immunité et d'autres fonctions qui nous sont indispensables, comme la digestion par exemple. Anecdote, les enfants nés par voie naturelle ont apparemment un système immunitaire plus performant que ceux nés par césarienne, car colonisés par une flore bactérienne différente, celle des voies génitales de la mère pour les uns, celle de la peau de la mère pour les autres. Oh, je crois bien que je vais vomir. Chose hallucinante, le microbiote intestinal semble même avoir une incidence non négligeable sur le comportement de l'hôte, de son instinct de préservation à son agressivité. On vous conseille le documentaire « Le ventre, notre deuxième cerveau » si le sujet vous intéresse. Nous sommes donc théoriquement indissociables de ces organismes, mais on peut aller encore plus loin. À l'origine, les cellules eucaryotes seraient issues de prokaryotes ayant intégré des bactéries avec lesquelles elles auraient vécu au final en symbiose sous la forme d'organites. Ces bactéries ancestrales, absorbées et fusionnées, seraient à l'origine des mitochondries de nos cellules. Et des chloroplastes chez les eucaryotes photosynthétiques, probablement issus de cyanobactéries. On parle alors d'endosymbiose.
La théorie endosymbiotique, ou hypothèse de l'endosymbiose, est l'hypothèse selon laquelle les plastes et mitochondries des cellules eucaryotes proviennent de l'incorporation, endocytose, par certaines archées des bactéries avec lesquelles elles auraient entretenu une relation endosymbiotique. Cela induit que notre ADN mitochondrial est d'origine bactérienne, sans compter qu'il existe des transferts latéraux de gènes entre celui-ci et notre ADN nucléaire. Vous imaginez le bordel. Donc, qui sommes-nous? Notre code génétique est un patchwork de patrimoines génétiques divers, y compris bactériens et viraux. Il apparaît alors que tous les êtres vivants sont interconnectés et forment une sorte de réseau, et non pas seulement des ramifications linéaires qui divergent. On parle alors du réseau du vivant. En bref, le vivant n'est pas vraiment un arbre ou un buisson, mais plutôt un réseau complexe connectant tous les êtres entre eux, que ce soit par l'apparentement ou par la symbiose, le tout formant la biosphère. Avant de vous quitter, je veux remercier grandement Moss et Captain Roger de la chaîne de Moss pour leur intervention dans cet épisode. Merci les gars, vous êtes top malgré vos têtes de vainqueurs. Le lien vers leur chaîne est en description, donc pas d'excuses, je vous ordonne d'aller voir leur travail. Sur ce, je vous laisse avec le traditionnel générique de fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt. T'es issu d'un gangbang interracial ou quoi? Ou interespèce?